On raconte, dans certains villages au pied du massif du Mont Blanc, qu'il existe des nuits où la neige ne tombe pas, elle étouffe. Où le vent ne souffle pas, il murmure des secrets que personne ne devrait entendre. Cette nuit-là, en 1870, un vieux trappeur affirma avoir vu une silhouette courir entre les sapins, portant contre elle quelque chose qu'elle protégeait avec la rage d'une mère prête à mourir. Au matin, la rumeur s'était déjà répandue. Une femme avait traversé la forêt en pleine tempête, poursuivie par des hommes armés. Et ce qu'elle transportait valait plus qu'une vie. La neige frappait les volets d'une ancienne station de diligence abandonnée près du col du Petit Saint-Bernard, comme si le vent lui-même voulait arracher les planches pour dévoiler les horreurs cachées à l'intérieur. Les murs tremblaient sous chaque rafale, et l'odeur de suie, d'huile brûlée et de sang imprégnait l'air épais de fumée. Élodie Marchand avança en titubant, les bottes glissant sur les éclats de verre brisés qui jonchaient le sol. Sa respiration saccadée formait des nuées blanches dans l'air glacial. Les lanternes gisaient renversées, leur ventre de verre éclaté comme des coquilles d'œufs. Une jeune femme, étendue dans une mare de sang qui illuminait presque le plancher, leva faiblement les bras. Dans ses mains tremblantes, elle portait un nourrisson enveloppé dans une couverture trop fine. « Prenez, s'il vous plaît. Ne les laissez pas le retrouver. » Élodie se précipita, ses gants tremblants recevant le poids minuscule de l'enfant. Quand elle releva les yeux, les pupilles de la mère s'étaient déjà vitrifiées. Un dernier souffle s'évapora dans l'air froid, et son corps s'affaissa comme une bougie qui s'éteint. Avant qu'Élodie n'ait pu réagir, un coup de feu retentit dehors. Puis un autre. Des voix d'hommes se mêlèrent au vent, enragées, déterminées. Elle se glissa sous une table renversée, serrant le bébé contre sa poitrine, chaque muscle tendu à s'en rompre. « Trouvez-le » rugit une voix rocailleuse. Cette garce a caché le registre. Elle l'a cousu dans les vêtements du mioche. Fouillez tout. Le cœur d'Élodie se mit à tambouriner. Elle baissa les yeux vers le manteau de l'enfant. Il était étonnamment lourd. Ses doigts glissèrent le long de la doublure et sentirent une couture renforcée, double, épaisse. Quelque chose y était dissimulé. La porte d'entrée explosa soudain sous un choc violent. Un fusil fracassa une fenêtre, projetant neige et éclats de verre à travers la pièce. Élodie se recroquevilla sur l'enfant tandis que les débris tombaient comme des lames d'acier. Une balle déchira le bois juste au-dessus de sa tête. Une autre effleura son épaule, déchirant tissu et chair. Elle étouffa un cri, le goût du sang envahissant sa bouche. « On sait que quelqu'un est là !» cria un autre homme. « Montre-toi, ou c'est la mort !» Ignorant la douleur brûlante à son bras, Élodie bondit hors de sa cachette, se précipitant vers l'arrière de la bâtisse. Elle escalada des poutres effondrées, enjamba un banc brisé, bousculant la fumée qui piquait ses yeux. Elle força une fenêtre pourrie et se glissa dehors, la neige lui fouettant le visage. La forêt se dressait devant elle, immense, noire, insondable. Elle courut. Derrière, les hommes jurèrent et se lancèrent à sa poursuite. Après elle, la fille. La neige effaçait ses pas, mais pas le sang qui coulait de son bras. Les branches griffaient son visage. Le bébé remua, gémissant. Élodie posa ses lèvres sur son front. « Chut, mon petit. Je suis là. » Un tir claqua. L'écorce d'un sapin éclata contre elle. Elle trébucha sur une racine cachée, s'effondra dans un amas de neige glacée. Une douleur fulgurante lui transperça l'épaule, mais elle ne lâcha pas l'enfant. Elle se releva. Encore. Encore. Toujours. À travers la tempête, à travers l'obscurité, Élodie Marchand avança, haletante, blessée, traquée, mais tenant encore l'enfant contre son cœur. À l'aube, le silence recouvrit la forêt alpine comme un suaire. Seul le pas régulier d'un cheval brisait l'immobilité. Antoine Delma, éleveur solitaire, avançait lentement entre les sapins, son fusil accroché à la selle. Il suivait la trace d'un chevreuil lorsqu'il remarqua un détail anormal, une traînée de sang fine, irrégulière, accompagnée de marques de pas minuscules. En progressant, il aperçut un corps recroquevillé sous un pin courbé. Une femme. Vivante, à peine. Ses bras étaient enroulés autour d'un bébé presque violet de froid. Antoine descendit d'un bond, palpa le cou de la jeune femme, un souffle, fragile, mais présent. Puis il saisit l'enfant, le glissa contre sa propre poitrine, sous sa veste doublée de fourrure. Il enveloppa Élodie dans sa couverture de sel, puis la porta dans ses bras avant de remonter en selle. Leur survie dépendait désormais de lui. Et le chemin serait long. On dit qu'une personne sauvée au bord de la mort se réveille toujours avec une seule certitude, quelque chose reste à craindre. Quand Élodie ouvrit brusquement les yeux dans la cabane perdue d'Antoine, ce n'était pas la douleur qui la réveilla,
mais la peur de perdre l'enfant. Ses yeux s'ouvrirent d'un coup, grands, fous, hagards. Elle tenta de se redresser, ses mains faibles poussant contre la poitrine d'Antoine. « Laissez-moi, où est-elle » Alta-t-elle, la voix râpeuse. Antoine arrêta le cheval et lâcha lentement les rênes. D'une main, il ouvrit son manteau épais. Un petit gémissement chaud et étouffé répondit. Il écarta légèrement la doublure, juste assez pour que la jeune femme aperçoive le visage rond et rosé du nourrisson, endormi contre sa chemise de laine. Élodie s'effondra presque, un souffle brisé bloqué dans sa gorge. « Je ne suis pas là pour vous faire du mal », dit Antoine d'un ton calme. Puis il fouilla dans sa sacoche, en sortit une petite flasque en étain. Il dévissa le bouchon et la lui tendit. « C'est de l'eau tiède. Buvez. » Elle le fixa, tremblante. Antoine ne bougea pas, attendant simplement. Enfin, sa main vacillante se tendit. Elle but une gorgée, toussa, puis but davantage. Antoine relança la jument d'une pression du talon. Élodie se laissa aller contre lui, sans le vouloir, son corps trop épuisé pour se tenir. Ses cheveux portaient l'odeur de fumée et de résine. Son épaule tressaillait parfois, comme si elle courait encore dans ses cauchemars. Antoine resta silencieux. Une main sur les rênes, l'autre en serrant fermement le bébé contre son cœur. 3 silhouettes glissant dans la forêt gelée, cherchant un abri qu'aucun d'eux n'aurait su imaginer. Sous la lumière vacillante d'une simple lampe à huile, Antoine empila des branches de pin dans l'âtre de pierre. La résine crépita et une flamme basse s'éleva, projetant sur les murs des ombres tordues. Il ajouta du petit bois jusqu'à ce que la chaleur adoucisse l'air. Élodie était recroquevillée sur un tas de vieilles fourrures près du mur du fond. Sa peau était aussi pâle que la neige, sa respiration à peine audible. Le bébé dormait toujours, niché contre la chemise de laine d'Antoine, que celui-ci avait boutonné autour de lui comme un cocon. Antoine retira sa lourde veste. Il sépara les couches, l'une pour recouvrir Élodie, l'autre pour isoler le sol sous elle. Il ne garda que la couche la plus fine sur ses épaules. Il s'accroupit près d'elle et déposa la doublure chaude sur son corps grelottant. Elle remua. Ses yeux s'ouvrirent, d'abord flous, puis fixés sur lui. Son corps se tendit d'un coup. Le bébé ? Antoine s'écarta légèrement et ouvrit son manteau pour lui montrer le visage paisible de l'enfant. « Elle va bien, dit-il. » Le souffle d'Élodie se brisa. Elle agrippa les fourrures, tentant de se redresser. « Ne me laissez pas à eux, murmura-t-elle, la voix étranglée. « S'ils me retrouvent, ils la tueront. » Antoine se pencha vers elle, sa voix ferme mais douce. « Je ne livre personne à des chasseurs d'hommes. » Elle le fixa, les yeux écarquillés. Il n'y avait ni bravade, ni promesse vide dans son ton. Juste une vérité solide. « Vous ne savez pas ce qu'ils feront, souffla-t-elle. Ils ont déjà. J'en sais assez, répondit-il. J'ai déjà vu leur genre. Elle cligna plusieurs fois, retenant des larmes qui ne coulèrent pas. Antoine sortit un petit pot enveloppé dans un linge. Il remplit le couvercle d'eau tiède et le lui tendit. « Buvez. Vous aurez besoin de force. » Elle hésita, puis but lentement. Pendant ce temps, Antoine tira de sa sacoche une trousse de couture usée. Il posa la bobine et l'aiguille près du feu, puis se plaça à ses côtés. « Je dois nettoyer cette blessure. » Elle se raidit aussitôt. « Je ne vous toucherai que ce qui est nécessaire, » ajouta-t-il calmement. Elle ne répondit pas. Il écarta délicatement la chemise autour de son épaule meurtrie. Le sang avait séché en une croûte sombre. Il découpa le tissu, nettoya la plaie avec précaution, puis enfila le fil dans l'aiguille. Ses doigts tremblaient, non par peur, mais de froid et de fatigue. Chaque point était lent, précis, presque respectueux. Élodie mordit sa lèvre, étouffant des gémissements. Ses yeux ne quittèrent jamais les siens. « Pourquoi, m'aidez-vous » souffla-t-elle. Antoine noua le dernier point, enveloppa la plaie d'un bandage propre. « Vous saignez » répondit-il simplement. Elle détourna le regard, les larmes brouillant sa vue. Antoine alluma un deuxième feu près de sa couche, plus petit mais stable, puis alla s'installer contre la porte, fusil à portée de main, guettant les bois à travers une fente du bois. Le silence qu'il offrait n'était ni froid ni dur, seulement protecteur. Un craquement soudain dehors fit sursauter Élodie. Elle se redressa d'un bond, serrant le bébé contre elle. Antoine était déjà debout, fusil levé, son corps formant un rempart entre elle et la nuit. Ils attendirent, immobiles. Rien. La forêt retomba dans un calme trompeur. Antoine resta là. Cette nuit-là, aucun d'eux ne dormit. Mais pour la première fois, Élodie ne se sentit plus entièrement seule. Parfois, ce n'est pas la fuite qui détruit les gens,
mais ce qu'ils avouent quand ils n'ont plus la force de mentir. Cette nuit-là, au cœur de la montagne, Élodie comprit enfin pourquoi certains secrets méritent qu'on meure pour eux et pourquoi d'autres ne pardonnent jamais. Elle octa mais acquiesça faiblement. Antoine plongea une petite cuillère dans un peu de bouillon chaud et l'approcha de ses lèvres. Elle avala. Une toux secoua sa poitrine, mais la douleur passa. Il rattacha les couvertures autour d'elle avec douceur. Élodie s'enfonça contre les fourrures, les paupières mi-closes, puis murmura. « Elle est morte dans mes bras. » La mère du bébé. Antoine ne l'interrompit pas. Elle était forte, plus intelligente que ce que tous pensaient. Mais elle a commis l'erreur d'aimer le mauvais homme. Elle jeta un regard vers l'enfant emmitouflé, puis planta ses yeux dans ceux d'Antoine. Rémi Maddox. Le visage d'Antoine se durcit. Elle a découvert qui il était vraiment, poursuivit Élodie d'une voix rugueuse. Comment il revendait des fusils derrière les convois militaires, comment il enterrait les témoins dans des fosses anonymes. Alors elle a pris son registre. Elle voulait le remettre à la cavalerie. Elle avait même mémorisé le code au cas où elle n'irait pas jusqu'au bout. Sa main serra la couverture. Elle a cousu le livre dans la doublure du manteau du bébé. Rémi l'a découvert, mais trop tard. Maintenant il veut tout effacer. L'enfant, le livre, son souvenir. Comme si rien n'avait existé. Antoine fixa les flammes longtemps avant de parler. Vous saviez tout ça, et vous avez quand même fui avec l'enfant. Élodie esquissa un sourire amer. Je n'avais pas le choix. Une fois qu'on a vu la vérité, on ne peut plus faire semblant. Le silence retomba, seulement troublé par le crépitement discret du bois. Au bout d'un moment, Antoine se leva, glissa une nouvelle bûche contre la porte, puis revint s'asseoir près du feu. « Ma sœur, dit-il d'une voix basse. Elle avait 10 ans. Moi 15. Élodie se tourna lentement vers lui. On rentrait du village. Des hommes ont arrêté notre charrette. Ils ont interrogé mon père à propos d'un terrain. Les mots ont mal tourné. Il fixa les flammes, le regard vidé. Ils l'ont tiré dehors. Et moi, je n'ai rien fait. Je n'ai pas tiré. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas bougé. Je les ai regardés. Il inspira, les mâchoires contractées. On l'a retrouvé 2 jours plus tard, face contre l'eau du ruisseau. Ma mère n'a plus jamais parlé. Élodie baissa la tête. Je suis désolé. Ce n'est pas de la peine qu'il me faut, répondit-il. C'est un but. Elle hocha lentement la tête. Entre eux, un instant, il n'y eut plus rien qu'une compréhension silencieuse. 2 êtres sculptés par la violence qu'ils n'avaient pas choisie. Cette nuit-là, alors que le vent redoublait de rage, Élodie sombra dans un sommeil agité. Antoine resta à son poste près de la porte, le fusil posé en travers de ses genoux. Par moments, il jetait un coup d'œil vers le feu, observant son corps frémir sous les fourrures. Il se levait alors, rajustait délicatement le manteau glissé sur ses jambes. Chaque fois, elle murmurait son nom dans son sommeil. Il n'y répondait pas. Mais il restait éveillé longtemps après que la tempête eut cessé de hurler. La tempête s'était calmée dans la nuit. Au matin, le monde scintillait, dur et blanc, sous un ciel bleu cassant. Les congères étincelaient comme du verre brisé, et le silence qui suivait l'orage semblait anormal, trop immobile. Antoine se tenait dehors, un pied posé dans une trace fraîche. Il scrutait la lisière des arbres. Quelque chose clochait. Il le sentait. « On part » dit-il en rentrant. Élodie était assise près du feu, berçant l'enfant contre elle. Son visage restait livide, mais résolu. Oh ! Un poste de cavalerie, près de la frontière de l'Idaho. 2 jours si on force l'allure. Elle hocha la tête et resserra l'enfant contre elle. Avant midi, ils étaient à cheval. La jument avançait en soufflant lourdement dans les congères. Élodie, assise derrière Antoine, entourait l'enfant de ses bras. Sa joue collée à son dos pour gagner un peu de chaleur. Le chemin se resserrait tandis qu'ils avançaient vers l'ouest, entre pins épais et étendues blanches. Mais ils n'étaient pas seuls. Derrière eux, sous des heures de neige, la fumée de leur ancien feu persistait en un mince filet pâle. À peine visible mais suffisante. Des sabots frappèrent la neige. 6 cavaliers apparurent sur la crête, sombres sur le blanc éclatant. Le gang de la falaise noire. Armés. Rapides. Affamés. Ils nous rattrapent. Cria Élodie. Antoine tira brusquement sur les rênes et lança la jument vers un lit de rivière asséché. Tiens-toi bien. Les coups de feu claquèrent. Des éclats d'écorce volèrent. Élodie couvrit la tête du bébé. Antoine pivota et tira une seule fois. Un cavalier tomba lourdement dans la neige. Encore, hurla-t-il, poussant la jument. Un deuxième tir retentit.
La jument hurla, ses pattes cédèrent. Le monde bascula. Élodie s'écrasa dans la neige mais protégea l'enfant. Antoine roula, grogna, déjà debout. Elle est fichue, dit-il, s'agenouillant auprès de la jument mourante. Élodie chancela, affolée. Et maintenant? Son visage se durcit. Il lui fourra son fusil entre les mains. Prends-le. Va. Quoi? Non. Au nord. Suis la crête. Cache-toi. S'il nous voit tous les deux, on meurt tous. Il dégaina son revolver, vérifia le barillet et se tourna vers les cavaliers approchant. Élodie, cours. Elle courut. La neige lacérait ses jambes. Les branches fouettaient ses bras. Le bébé pleurait, pressé contre sa poitrine. Derrière elle, les coups de feu enflammèrent la forêt. Elle ne s'arrêta que lorsque le sol plongea en ravin. Essoufflée, elle se tapit derrière un rocher, l'enfant serré contre elle. Puis les tirs cessèrent. Net. Silence. Non. Contre toute raison, elle remonta vers la clairière. La pente était raide, le froid mordant. Mais arrivée en haut, elle se figea. Antoine gisait derrière un tronc tombé, à moitié enseveli. Du sang s'étalait largement sur la neige. Son arme vide. 3 corps autour, mais trop d'ombres envolées. Élodie se précipita, s'agenouilla. Antoine. Ses paupières frémirent. Je t'avais dit de fuir. Tais-toi, souffla-t-elle. J'ai besoin de toi. Il esquissa un sourire. Du sang sur les dents. Tu l'as compris, hein? Elle déchira des bandes de dessous de jupe, pressant la plaie. L'enfant geignit derrière elle, mais elle ne céda pas. Il mourrait ici, à moins qu'elle ne regarde en haut. Le ciel était clair. Et au loin, une colonne de fumée. Des soldats peut-être. Ou peut-être pire. Mais c'était leur seule chance. Il existe des gestes minuscules qui décident du destin d'un homme, une épingle, une goutte de sang, un mot gravé dans la neige. Cette nuit-là, Élodie comprit qu'on ne survit pas en attendant d'être secouru, mais en hurlant son existence au monde, même si personne n'écoute. Élodie glissa une main dans l'étoffe qui enveloppait l'enfant, trouva la plus petite épingle et s'en servit pour percer son propre doigt. Avec ses mains tremblantes, elle trempa un morceau de bois dans le sang qui perla, puis traça 3 lettres sur une pierre plate, SOS. Elle ajouta une flèche grossière pointant vers le ravin. Ensuite, centimètre par centimètre, elle tira Antoine vers l'ombre des rochers. Là, ils s'installèrent, l'homme, la femme et l'enfant, cachés sous les branches de pin et une neige qui tombait sans fin. Ils attendirent un miracle ou sa simple illusion. Plus tard, dans la petite cabane où l'équipe de secours les avait conduits, Élodie s'agenouilla près du lit de fortune. Ses mains restaient étonnamment stables malgré la douleur sourde qui martelait ses épaules. Elle trempa un linge dans un bol d'eau tiède et le passa doucement sur le front d'Antoine. La fièvre ne cédait pas, mais sa respiration s'était faite plus régulière. Chaque faible montée et descente de sa poitrine était comptée, surveillée, gravée. La cabane était rudimentaire, 4 murs, un vieux poêle dont les braises rougeoyaient encore, et un berceau improvisé à partir d'un tonneaucier. L'enfant dormait dedans, enveloppé dans la même couverture qu'Antoine avait utilisée dans la forêt. Élodie levait les yeux vers lui toutes les 30 secondes, incapable de détacher son regard de ce petit souffle fragile. « Je ne sais même pas qui je protège, » murmura-t-elle. « Mais si j'abandonne maintenant, il ne restera plus rien de moi. » Antoine remua dans son sommeil. Elle s'approcha, vérifia le bandage sur ses côtes. Le saignement avait cessé mais l'hématome s'étalait largement. Elle revit la chute, le choc, la panique. Elle revit aussi sa propre décision, traîner cet homme à travers la neige, l'installer dans un creux de roche, tracer un appel à l'aide avec son sang. Elle avait veillé toute la nuit, priant un Dieu qu'elle n'avait pas invoqué depuis des années. Maintenant, elle l'aidait à boire, goutte après goutte, à la petite cuillère. Sa gorge travaillait faiblement, cherchant la force de déglutir. Quelques mots indistincts s'échappèrent de ses lèvres. Elle posa une main sur la sienne. « On est vivants, tous les deux. » Dans la nuit, alors que le givre dessinait des dentelles sur les vitres, une voix faible brisa le silence. « Tu as froid ?» Élodie sursauta, Antoine était éveillé. « Non, » répondit-elle en chuchotant, ramenant la couverture sur elle. « Repose-toi. » D'un geste presque enfantin, presque inconscient, il tira un coin de couverture et le glissa vers elle. « Gèle pas, » murmura-t-il, avant que sa main retombe. Elle le regarda longuement, une chaleur étrange gonflant sa poitrine malgré la peur, malgré la fatigue. « C'est toi qui saignes, rappelle-toi, » souffla-t-elle doucement. Il ne répondit plus. Peu avant l'aube, un bruit étouffé la tira de sa torpeur. Le craquement de pas dans la neige.
Élodie se raidit. Elle saisit le pistolet posé sur la table. Dehors, deux silhouettes avançaient, si proches qu'elle voyait la buée de leur respiration. Antoine bougea derrière elle. « Qu'est-ce qu'il se passe » murmura-t-il. La falaise noire, souffla-t-elle. Ils ont suivi le sang. Il se redressa, la douleur lui arrachant un rictus, mais il tint bon. Il attrapa son fusil, les mains tremblantes mais sûres. La poignée tourna. Élodie leva le pistolet. La porte grinça. Une ombre entra. Elle tira. La détonation éclata, violente, remplissant la cabane. L'homme recula, vacilla. Antoine se jeta hors du lit, s'appuya contre le mur, visa la porte et tira à son tour. Le second homme s'effondra dans la neige. Le troisième prit la fuite, ses pas s'écrasant dans les arbres. Élodie resta figée, le souffle court, la fumée du tir s'élevant entre ses doigts crispés. Le bébé pleura. Elle tomba à genoux et le ramena contre elle, le berça jusqu'à ce que ses sanglots deviennent de petits hoquets. Antoine verrouilla la porte, puis s'y adossa, épuisé. « Ça va » souffla-t-il d'une voix éraillée. Elle hocha la tête, incapable de parler. Elle le regarda, cet homme blessé, brisé, qui pourtant se dressait toujours entre elle et la mort. « Merci, murmura-t-elle enfin. Il ne répondit pas. Il s'assit à côté d'elle, son fusil posé en travers de ses jambes, ses yeux fixés sur l'entrée. Le reste de la nuit, ils restaient réveillés, côte à côte. Deux survivants taillés par la violence, recousus par le hasard. Au zénith, le soleil frappa le campement militaire de ses lumières cruelles. Des tentes blanches alignées en rang parfait. Des soldats immobiles, silhouettes d'acier dans le froid. Au centre, un banc de bois grossier, dressé comme un verdict. Rémi Maddox fut traîné jusqu'à lui, les poignets enchaînés, le visage marqué de coups. Il souriait comme une bête acculée. Élodie se tenait derrière l'estrade du juge militaire, un paquet serré contre elle. Ses yeux ne quittaient pas Maddox. Un lieutenant présenta le registre au capitaine Arlon, un homme au visage taillé dans la pierre. « Nous avons récupéré ceci, dit-il. » Arlon feuilleta les pages. Son expression devint sombre. Manifeste d'armes. Lieu. Date. Témoin. C'est suffisant pour pendre un régiment. Maddox éclata d'un rire jaune. Vous croyez vraiment les gribouillis d'une gamine ? Élodie s'avança. Je l'ai vu. La mère de cet enfant est morte pour que ces preuves arrivent jusqu'ici. Il voulait les faire disparaître. Elle. Et le bébé. Un murmure traversa les soldats. Maddox voulut répliquer, mais son regard le trahit. C'est alors que la toile de la tente s'ouvrit. Antoine Delma entra. On croit toujours que la dernière bataille se joue contre l'ennemi. La vérité, c'est qu'elle se joue souvent contre soi-même entre la peur de perdre et l'audace d'aimer. Ce jour-là, à l'avant-poste militaire, 3 destins allaient se décider d'un seul souffle. Antoine entra en boitant, appuyé lourdement sur une béquille improvisée. Sa jambe gauche restait raide, son visage pâle, mais son regard demeurait étonnamment clair. Sous son manteau usé, des bandages entouraient encore son torse. Il ne parla pas tout de suite. Il s'avança simplement, se plaça aux côtés d'Élodie. Le capitaine Arlon inclina la tête. « Vous souhaitez ajouter quelque chose, monsieur Delma ?» Antoine prit une inspiration lente. « Je l'ai trouvé à moitié enseveli dans la neige, dit-il d'une voix basse mais solide. Blessé, gelé, portant un enfant qui n'était pas le sien. Elle avait traversé une montagne, avec une balle dans l'épaule, et jamais elle n'a lâché ce bébé. » Il baissa les yeux, chercha ses mots. « Je ne sais pas de quel sang cet enfant est né. Mais je sais que je verserai jusqu'à la dernière goutte du mien pour qu'il vive libre. » Un silence lourd tomba sur l'assemblée. Rémi Maddox grinça des dents, mais resta muet. Le capitaine se tourna vers ses hommes. « Vous avez vu les preuves. Vous avez entendu les témoignages. » Puis il regarda Élodie. « Vous avez risqué votre vie pour cet enfant. Vous avez tous les droits de le protéger et de l'élever. » Ses yeux glissèrent ensuite vers Antoine. « Mais un enfant a besoin de plus qu'un refuge. Il a besoin de quelqu'un qui se place devant les balles quand il le faut. » Élodie se tourna vers Antoine. Il ne la regardait pas, il fixait la neige, le visage indéchiffrable. Elle tendit la main, effleura la sienne. Il releva alors les yeux, et ce qu'elle lui offrit n'était pas une question. C'était une promesse. Le capitaine acquiesça. Alors c'est décidé. Rémi Maddox sera pendu. L'enfant vivra. Et peut-être qu'un jour, personne ne saura à quel point nous avons frôlé l'ombre. Les soldats traînèrent Maddox hors du camp. Le soleil perça brièvement les nuages, projetant une lumière dorée sur la scène.
Élodie serra la main d'Antoine. Il ne dit rien, mais sa main répondit. Et cela disait tout. Les mois avaient passé. La neige avait disparu, laissant place à une herbe douce et verte qui ondulait sous le vent du Wyoming. Des fleurs sauvages perçaient la terre comme des éclats de couleurs. Le printemps n'avait pas seulement gagné le paysage, il avait trouvé place dans le cœur de ceux qui avaient survécu. Élodie se tenait devant la porte d'une petite cabane fraîchement construite. Les planches neuves luisaient sous le soleil. Une fine fumée s'élevait de la cheminée. Une paire de bottes séchait près du seuil. Dans le jardin, un petit garçon, pieds nus, avançait maladroitement sur l'herbe. Il riait un rire clair, pur, qui fendait l'air comme un rayon. Il trébucha, tomba, puis se redressa avec la détermination farouche des tout-petits. Ses boucles blondes se balançaient autour de son visage, et le soleil lui faisait comme une couronne. Sous un grand peuplier, Antoine était agenouillé, manches retroussées, un petit couteau à la main. Il sculptait patiemment une croix fine dans un morceau de bois flotté. Au pied de l'arbre, un parterre de marguerites sauvages venait d'éclore, et juste à côté, une pierre plate portait un seul nom Mara. Antoine planta la petite croix dans la terre, puis recula, essuya ses mains sur son pantalon. Il ne dit rien. Le garçon ne se souviendrait pas d'elle. Mais cela ne voulait pas dire qu'elle devait disparaître. Sur le porche, Élodie était assise, un journal relié de cuir sur les genoux. L'encre était encore fraîche. Elle venait d'écrire. J'ai un jour protégé un enfant des balles. Je croyais sauver une vie. Je ne savais pas alors que la mienne était en train d'être sauvée. Pas par le destin, pas par la foi, mais par un homme silencieux, inébranlable qui a marché dans le feu, non par devoir, mais parce qu'il ne pouvait pas laisser le monde briser une âme de plus. Elle leva les yeux. L'enfant trottinait vers elle, bras tendus, les joues roses de joie. Antoine venait d'arriver au pied des marches, encore de la terre sur les mains. Il regarda Élodie, puis l'enfant qui s'effondra dans leurs bras avec un éclat de rire. Sans un mot, Antoine prit la main d'Élodie, ses doigts rugueux cherchant les siens, s'y mêlant comme un serment. Le petit s'accrocha à la jambe d'Antoine, riant encore. Élodie sourit. Une famille. Pas par le sang. Par le feu. Par le gel. Par le choix. Et dans cette clairière baignée de lumière où l'hiver avait autrefois régné, quelque chose d'inébranlable venait de prendre racine. Et c'était là, sous le ciel clair du Wyoming, que se termina l'histoire de la femme qui avait protégé un bébé sous les balles, et de l'homme qui l'avait trouvé, à demi gelé, dans les bois. Une histoire de courage, de blessures, et d'un amour né dans la neige et le feu.